Bonsoir, bienvenue en ce vendredi 20 octobre dans Au Quotidien. Bonsoir alors. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité du jour, Anthony Trifot. Vice-président du conseil départemental de la Sarthe. Le plan collège de demain, c'est quoi? Quels sont les enjeux? On en parle. Et puis dans la deuxième partie, on vous proposera le témoignage de Christophe Rouillon. Oui, le maire de Coulennes est aussi président du groupe socialiste au Comité européen des régions. Il était en visite dans une ville de l'ouest ukrainien avec une délégation d'élus locaux européens. Il témoigne de ce qu'il a vu. Et si vous avez des questions, mais uniquement pour l'actu, n'hésitez pas au 0670 672 792. Place justement à l'actu. Et au sommaire de ce vendredi, une formation pour des élus. Oui, comment fonctionne une éolienne? Les maires, décideurs, chefs d'entreprise du Nord-Sarthe étaient invités par une entreprise qui les implante. Ils étaient invités à savoir comment ça marche. Le Mans Fight Night, le gala de boxe organisé à Antares, a en fait commencé ce vendredi matin lors de la pesée. Et puis un champion du monde de tennis sartois, catégorie plus de 70 ans, vous le voyez. Il est manceau et il s'appelle Dominique Lemans. Ça ne s'invente pas. Mais on part donc en ce début de journal dans le Nord-Sarthe où on essaie de faire de la pédagogie autour des éoliennes. Pourquoi sont-elles parfois arrêtées? Combien d'énergie fournissent-elles? Ou encore, quelle est leur hauteur? Autant de questions auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre. Alors à Courguin et Toigné, un exploitant a décidé d'ouvrir les portes de ces éoliennes à des élus pour qu'ils puissent mieux comprendre leur fonctionnement. Enzo Moberriete. Depuis 2021, elle dessine le paysage de Courguin et Toigné. 3 éoliennes de 171 mètres, ouvertes exceptionnellement à ce petit groupe. Des représentants d'entreprises ou des élus du territoire venus comprendre le fonctionnement de ces hélices géantes. Donc on met la pale le plus avec la surface la plus importante face au vent pour pouvoir en dégager le maximum d'énergie. On arrive à nous faire croire parfois que c'est des moteurs qui viennent faire tourner les pales, c'est pas du tout vrai, donc c'est exclusivement le vent. Et l'énergie de rotation captée par les pales est ensuite convertie en énergie électrique. Là où on est en courant. Le b.a.-ba pour un technicien, pas toujours pour le grand public. On entend beaucoup de choses sur l'éolien, on a beau vivre parfois à proximité, et pour autant il faut vraiment se rendre au pied et avoir les explications, comprendre le fonctionnement, pour lever un certain nombre de clichés ou de préjugés qui peuvent être parfois véhiculés à travers divers biais. Car l'éolienne fait bien souvent débat là où elle veut s'installer. Ici, les élus n'ont pas vraiment eu d'opposition sur le projet, mais ils tiennent quand même à bien connaître le dossier. C'est mon rôle pour essayer d'expliquer ça en conseil communautaire, puis de porter un discours par rapport à la population, un discours qui soit cohérent et puis un discours réel. Après, on choisit, on est pour, on est contre, pourquoi pas, mais au moins donner une vérité. Ça peut nous donner des arguments, à nous qui sommes présents, précisément pour argumenter du bien fondé des énergies renouvelables et de l'éolien en particulier. Dans le Nord-Sarthe, 14 éoliennes sont actives sur les communautés de communes des Alpes-Mancelles et du Maine-Saunois. Au moins 13 autres sont en projet. À présent, la colère d'élus sartois rassemblés devant la préfecture. Au moins une centaine réunis ce vendredi après-midi. L'association des communes sartoises victimes de retrait-gonflement des argiles se bat depuis 2 ans et demi pour obtenir la reconnaissance de l'État pour les sinistrés. En Sarthe, seules 58 communes ont reçu un statut de catastrophe naturelle. Pas assez pour l'association. Le président de cet asso, Xavier Jamois, a été reçu et entendu par le préfet avec les sénateurs Thierry Kozik et Jean-Pierre Vogel. Même si le dossier va être remonté au plus haut niveau de l'État, le sénateur Vogel n'est pas vraiment optimiste quant à une réponse rapide de l'exécutif. On l'écoute. Je pense qu'on n'est pas prêt, malheureusement, d'arriver à une conclusion favorable. Parce que je ne sens pas une volonté au niveau national. Alors après, il y a les grands discours. Je pense que les sinistrés attendent autre chose que des discours. Et nous, malheureusement, que ce soit les députés ou les sénateurs, on peut établir des rapports, on peut faire les constats, on peut faire comme je le fais en train de parler à la presse. Bon, c'est le gouvernement qui a les clés du sujet.
Le plan collège de demain, c'est quoi? Eh bien justement, on en parle ce soir avec Anthony Trifot, vice-président du conseil départemental de la Sarthe. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Ce matin, vous étiez en séance plénière au conseil départemental justement de la Sarthe. Je voudrais tout d'abord qu'on dise un mot sur cette minute de silence qu'on vient de voir, qui a été respectée par toute l'Assemblée, en hommage à Dominique Bernard, enseignant tué par un ancien élève radicalisé à Arras. Je vous ai vu et senti très grave avant même que le président demande au Conseil de se lever. Vous avez un mot à dire sur cet événement ? C'est un événement tragique, en effet, sur lequel les élus départementaux ont souscrit vraiment à un hommage national qui est rendu à Dominique Bernard. Bien entendu, ça touche la communauté éducative avec qui on entretient de forts contacts et un partenariat. Et puis, quand on pense à ce qui s'est passé il y a tout juste une semaine auprès d'un enseignant, forcément, on peut se le projeter dans notre département et on a peur aussi pour nos élèves et l'ensemble des personnels qui travaillent. Et je rappelle que le plan Vigipirate est à son plus haut niveau devant tous les établissements sartois. Vous êtes bien sûr responsable de la commission jeunesse, éducation, citoyenneté et enseignement supérieur. C'est bien de le rappeler. Alors le plan collège de demain, il fait suite au plan collège performant qui a couru entre 2012 et 2021. C'était 235 millions d'euros pour la rénovation, la construction de collèges. Maintenant, c'est 256 millions d'euros pour les 10 prochaines années à venir pour 36 collèges. Ça correspond à la moitié du budget d'investissement du département quand même qui sera investi donc, pour les 10 prochaines années. Pourquoi ce choix fort du département ? C'est un choix en continuité du plan collège performant déjà, avec une enveloppe réalisée, pas programmée mais réalisée de 235 millions d'euros. L'ambition est encore plus forte avec la majorité départementale parce qu'il y a des enjeux, notamment environnementaux, climatiques et aussi une adaptation de notre politique publique à une éducation au plus large. La place de l'élève, le bien-être de l'élève dans son établissement scolaire, l'amélioration des conditions d'apprentissage bien entendu, mais aussi l'amélioration de la pédagogie et les moyens que l'on met à la disposition. Et le matériel, le fait d'être bien dans une salle de classe et pas dans des algécos, comme on a pu le voir par exemple à Serran-Foultourte, où les enseignants ont enseigné pendant une dizaine d'années dans des baraquements. Aujourd'hui, ils ont un collège, on le voit là, on y était hier, ultra performant énergétiquement. Ça change vraiment la donne ? Oui, ça change beaucoup de choses, en effet, pour les enseignants déjà en premier lieu, et puis aussi pour l'élève qui se sent bien dans ce type d'établissement. On travaille justement sur le confort d'apprentissage, à la fois sur les périodes les plus chaudes, mais aussi les périodes les plus froides. C'est tout l'enjeu de ce plan collège de demain qui a été construit avec le bien-être de l'élève. Sur tout le territoire sartois, on va voir une carte. Pour les 10 prochaines années, le maillage est vraiment très, très équilibré. Comment vous choisissez les collèges ? Parce que là, vous en avez 36 de prévus pour diverses opérations, notamment énergétiques. Mais vous palliez le plus pressé, c'est ça ? Peut-être les collèges où c'est vraiment le plus urgent de travailler ? Alors oui, le plan collège s'est bâti avec notamment une analyse des établissements, avec des données notamment sur les consommations énergétiques, sur l'aspect aussi un critère fonctionnel, un critère d'occupation des lieux également, et puis nos obligations réglementaires que l'on a par rapport au décret tertiaire d'atteinte des objectifs. Avec l'ensemble de ces critères, il a été en effet fait une cartographie que vous avez eu ici, en plus avec les collèges du Mans qui ne sont pas matérialisés sur votre carte. On les a pas mis, mais effectivement, le Mans Métropole, il y a encore tout plein de collèges, évidemment. Alors, c'est ces 36 collèges qui vont ressortir avec des opérations restructurantes, notamment sur l'aspect fonctionnel, des rénovations énergétiques, 14 seront en opération énergétique, et puis des opérations d'accessibilité, de sécurisation et aussi de la mobilité, puisque ce sont des établissements pour lesquels on a des enjeux de mobilité. Alors, c'est un enjeu politique, c'est un choix politique, je veux dire, mais c'est aussi une obligation du département d'investir dans les collèges, dans les bâtiments, en réalité. Alors, oui, la décentralisation a fait que les départements sont compétents en matière bâtimentaire, mais encore une fois, la majorité départementale a voulu aller bien au-delà et englober l'éducation de manière générale et construire un plan collège qui va bien au-delà des travaux de rénovation ou d'entretien de bâtiments. Et vous faites travailler les entreprises locales sur ces chantiers ? Vous avez cette possibilité-là ? Alors, on est soumis, bien entendu, au marché public, mais on a une attache forte pour l'économie locale. Donc, ça veut dire appel d'offres et réponse aux appels d'offres. Donc, il faut que les entreprises locales répondent
répondre aux appels d'offres. Oui, c'est ça. C'est- Et puis, on est aussi sur des opérations beaucoup plus importantes en marché global de performance. Alors, ça peut contraindre en effet parfois un peu de difficulté à des entreprises locales de pouvoir répondre à ce type de marché. Merci d'être venu nous présenter ce plan collège de demain. Merci à vous. En bref, Laure, les urgences de Montval-sur-Loire ferment une nouvelle fois leurs portes. Il n'y aura pas d'accueil entre le samedi 21 octobre à partir de 8h30 et le lundi 23 octobre, 8h30 également. Même chose pour les journées et les nuits du mardi 24 et du jeudi 26 octobre. Aucune prise en charge médicale ne pourra être proposée aux patients qui se présentent spontanément aux urgences. Un professionnel restera néanmoins joignable et selon les situations, les usagers seront invités à contacter le 15 ou le 116 117. Allez, on va boxer maintenant. Alors pas tous les deux, je vous rassure. Non, On va aller pas en avec Tarès. le petit C'est ce vendredi soir que ça se passe avec 9 combats de boxe au programme. Pour la 7e édition de Le Mans Fight Night, sur le ring, 3 combats professionnels, 3 combats amateurs et un tournoi de K1. Mais les combats ont déjà débuté quelques heures avant, lors de la pesée ce vendredi matin. Un combat psychologique. Anthony Piton y était. C'est le combat avant le combat. La pesée pour les boxeurs, c'est plus qu'un passage sur une balance. Un rituel qui sert aussi au mental avant de monter sur le ring. Il faut lui faire voir que pendant le combat, je serai présent aussi. Il n'est pas tout seul. Donc ça va monter petit à petit dans la journée, mais on est déjà dans le combat là. Je suis prêt dans ma tête, je me suis fixé un but et c'est de gagner ce soir là. Car pour les combattants, l'affrontement se met en place dès qu'ils connaissent le nom de leur adversaire. On m'a appelé un peu tard, je l'ai su 13 jours avant le combat. Le truc c'est que Mathéo c'est un gars qui est assez connu quand même. Du coup se renseigner ça va vite et se préparer par rapport à lui, on a mis une stratégie en place. Mais pour beaucoup de boxeurs, le premier combat est celui contre le poids. La plupart d'entre eux cherchent à être à la limite maximale d'une catégorie inférieure à leur poids naturel pour bénéficier d'un avantage physique. Et j'ai pas vraiment galéré. D'habitude en championnat je fais une perte de 4-5 kilos. Là j'ai dû perdre 2 kilos, ça va, c'est raisonnable. Donc je me sens bien, je me sens en forme et je me sens à mon poids de forme. Le vrai face-à-face a lieu dans la salle d'Antares ce vendredi soir. Et puis, il y avait le compte rendu de cette soirée, lundi dans 72 Sports avec Absolument. Antoine Besson. Laure. Allez. Et on termine ce journal en beauté justement avec encore du sport parce que la Sarthe compte un champion du monde de tennis. Dominique Le Mans, 71 ans. Il est devenu ce week-end pour la 3e fois champion du monde de tennis en catégorie plus de 70 ans. L'équipe de France est sur le toit du monde en partie grâce à ce joueur manceau. Et il porte donc un nom pas difficile à retenir. Colin Ancel l'a rencontré. Marseillaise, l'équipe de France de tennis est championne du monde plus de 70 ans. Dans ses rangs, le manceau Dominique Le Mans s'adjuge un 3e titre après ceux décrochés en plus de 60 et plus de 65. C'est un grand plaisir, surtout que c'est en équipe. En plus, ce sont généralement des amis parce qu'on se connaît depuis très très longtemps. Ça scelle des liens énormes entre nous. Des liens et une cohésion qui ont permis aux Bleus de s'imposer contre les États-Unis. Ce qui était une performance parce qu'on a souvent perdu contre les Américains. Mais bon, là, cette année, on était plus fort qu'eux. Je n'ai pas joué la finale parce que la veille, j'avais eu un match très dur contre un Suédois. Je m'étais fait un petit peu mal à un adducteur, donc j'ai préféré laisser ma place. Pour l'ancien professeur du club du Somme et de l'Épau, c'est une carrière qui a recommencé depuis sa retraite. La recette du succès, l'amusement. On aime gagner, mais il ne faut pas que ça devienne... Il ne faut pas se mettre la pression avec ce genre de résultats. Donc, c'est surtout moi le plaisir. J'ai envie de jouer, revoir les copains. Ses copains, ce sont aussi ceux avec qui il s'entraîne régulièrement et dont il fait la fierté. Puis voilà, on s'entraîne ensemble, et puis on participe en fait à ses résultats en fait. Et voilà, on est très content pour lui, évidemment. Des résultats qu'il espère renouveler avec d'autres titres. Comme quoi, on peut être triple champion du monde et vouloir conserver sa couronne, même à 71 ans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, restez avec nous. On se retrouve pour la suite, juste après la pub et la météo. À tout de suite.
La situation météo reste très instable sur la Sarthe, en tout cas sur le nord-ouest du pays dans une grande majorité, avec des passages pluvieux, des passages d'averses, et on voit tout cela en détail. En tout cas pour ce soir, on conserve ces nuages menaçants qui, jusqu'en fin de soirée, pourront donner quelques averses. Quant aux températures, mais évidemment sous cette grisaille, ils sont très douces, entre 13 et 14 degrés. Pour votre journée de samedi, on voit déjà par l'ouest l'arrivée de cette masse nuageuse qui va nous donner des pluies dans la journée. À l'avant, un ciel de plus en plus menaçant et des températures très stables au petit matin entre 11 et 13 degrés au Mans. Pour votre après-midi de samedi, voilà la perturbation qui traverse vraiment tout le département avec des pluies continues. Personne ne devrait y échapper en tout cas. Et des températures évidemment conformes au normal de saison, entre 14 et 16 degrés. Voilà, on est pile dans ces normales du mois d'octobre. L'évolution pour votre dimanche. On passe à l'arrière de ce système. Les perturbations se seront évacuées par l'est. Et puis à l'arrière, on retrouve ce ciel de traîne, nuages, éclaircies et averses classiques avec des maximales entre 15 et 17 degrés. Un petit mot sur la journée de lundi, petite accalmie, car les nuages seront encore très présents, mais il y aura quelques beaux coins de ciel bleu. Les températures autour de 14 à 15 degrés. Petite accalmie parce que le reste de la semaine va se passer sous les nuages, sous les averses et de fréquents passages pluvieux, accompagnés parfois de bonnes bourrasques de vent. En tout cas, ce samedi, eh bien, n'oubliez pas de fêter les Célines. Et puis, regardez le dicton, si octobre est trop chaud, il l'a été. En février, la glace est au carreau. Eh bien, on fera le point au mois de mars pour savoir si, évidemment, le froid était présent au mois de février. On verra tout ça, évidemment, en 2024. Bienvenue dans la suite sur LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on continuera justement cette émission. D'abord avec le témoignage de Christophe Rouillon, le maire de Coulennes qui était en voyage en Ukraine. Mais tout de suite, on fait le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Et pour ce vendredi, pas grand-chose à redire. Pour ce samedi, la qualité de l'air reste moyenne comme depuis plusieurs jours en Sarthe et dans la région. Voilà pour la qualité de l'air. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir effectivement le témoignage d'un maire sartois que vous connaissez bien, Christophe Rouillon, le maire de Coulennes. L'élu est aussi président du groupe socialiste au Comité européen des régions, un bureau européen qui représente les élus locaux et régionaux des différents pays membres de l'Union européenne. Et donc lundi 16 octobre, le Sartois faisait partie d'une délégation avec le maire de Vilnius en Lituanie et de Gdansk en Pologne. Ils se sont rendus en Ukraine, à Lviv, une grande ville de l'ouest du pays près de la frontière polonaise et qui vit à l'heure de la guerre. Oui, et depuis un peu plus de 18 mois maintenant, depuis le début de la guerre, déjà 700 victimes dans cette ville de Lviv, mais aussi des millions d'Ukrainiens accueillis dans cette même ville alors qu'ils fuyaient les bombardements russes. La délégation a visité un hôpital centre de rééducation qui a accueilli déjà 100 000 blessés, des milliers d'amputés. Ce que l'élu nous a confié, c'est qu'il reste marqué par l'esprit de résistance et de résilience des Ukrainiens et des Ukrainiennes qui attendent beaucoup de l'Europe, mais les dégâts visibles sont bien réels, comme vous allez le voir dans ce magnéto. Je suis aujourd'hui à Lviv, qui est une ville de l'ouest de l'Ukraine, pour participer à une réunion du groupe de travail Union européenne-Ukraine, avec pour but de venir sur place pour apporter notre soutien aux collectivités locales et en particulier au maire de Lviv, qui est le maire d'une grande ville ukrainienne et qui est engagé aujourd'hui dans une action d'abord d'accueil des réfugiés internes à l'Ukraine, mais aussi, et nous l'avons vu hier, dans une grande opération de soutien aux malades, de reconstruction des malades. Et nous avons visité hier un hôpital où plus de 100 000 blessés sont passés, parfois des personnes amputées, des personnes gravement traumatisées. Et nous avons vu ici la réalité de la guerre. Voici Katarina de Liman. Katarina a perdu une main, une jambe et son bébé. Mais ce n'est qu'un cas parmi des centaines de cas différents. La guerre n'est pas une abstraction. L'agression de l'Ukraine a créé des dommages humains considérables. Et aujourd'hui, c'est extrêmement important d'être sur place. L'objectif est d'apporter une perspective pour le futur de l'Ukraine, un futur au sein de l'Union européenne, avec une bonne gouvernance locale, une décentralisation, une lutte contre la corruption,
un respect des minorités. Et puis aussi, il faut continuer à tenir parce que la guerre n'est pas finie. Nous avons visité hier le cimetière où il y a près de 700 jeunes qui ont été tués. Il y a des morts tous les jours. Et l'objectif maintenant, c'est d'aider, nous sommes au début de l'hiver, les populations à tenir. C'est pourquoi nous continuerons le soutien des collectivités locales d'Europe. Ma ville de Coulennes est engagée, Le Mans Métropole est également engagée. Et nous allons accueillir des enfants pour des séjours de respiration et continuer à soutenir les collectivités locales, en particulier en livrant du matériel pour faire face aux coupures d'électricité avec des générateurs. Voilà, la guerre n'est pas finie, il faut tenir bon. Nous sommes ici pour soutenir les collectivités locales et soutenir le peuple d'Ukraine. Allez, on quitte l'Ukraine pour revenir en Sarthe et puis on parle aussi d'un sujet un peu plus léger puisqu'on va faire une pause musicale avec la visite du CPFI. Oui, le Centre du patrimoine de facture instrumentale situé au Mans, un endroit qui abrite environ 3000 instruments de musique, une collection rare qui n'est visible que ponctuellement par le public, découverte en immersion avec Colin Ancel. Une exposition faite d'instruments à vent. À l'occasion de la Semaine de la Science, le CPFI a sorti et mis en avant quelques pièces de sa collection, une toute petite partie. Elle est rare dans ce sens-là où c'est vraiment sur tous les continents et en fait sur tous les types d'instruments. On a de tout type, on a des percussions, on a des instruments à vent, on a des instruments à cordes frottées, à cordes frappées, à cordes pincées comme les guitares. Pour mieux la valoriser, il faudrait que les gens soient amenés à venir dans nos locaux. Parce qu'en dehors de quelques événements ponctuels, le CPFI s'ouvre surtout aux groupes et aux élèves pour des ateliers, mais pas assez à tout un chacun. Tous ces instruments, ils n'ont pas vocation à rester en fait dans leurs étagères ou à dormir comme ça. Je pense qu'il faut qu'ils soient vus de tous parce qu'en fait, ils racontent tous une histoire. Il y a un côté en fait archéologique un petit peu aussi dans ce qu'on fait. Cette collection, elle est vaste, elle est riche, elle est rare, mais elle n'est pas assez visible en fait. L'objectif de David Roussel et du CPFI, démocratiser cette collection aux yeux du grand public. Prochaine occasion pour découvrir ces lieux et l'archéologie musicale gratuitement du 23 au 31 octobre. Un stage où les participants fabriqueront cet instrument, un coquelet, une cithare de Lettonie. Et vous venez de l'entendre, hein, le CPFI du Mans, le CFP, non, c'est le CPFI donc du Mans organise un stage de découverte pendant les vacances de la Toussaint, la première semaine, sur l'archéologie musicale, donc du 23 au 31 octobre. Vous avez toutes les informations sur le site de la ville du Mans ou sur le site directement du CPFI. À présent, on fait le point sur les programmes, Enzo. Oui, avec un nom beaucoup moins compliqué puisqu'on vous propose notre nouvelle émission depuis cette rentrée samedi soir, le débat sartois que vous présentez. Alors, le thème, la production bio en Sarthe. Face à l'inflation, les consommateurs limitent l'achat de bio alors que les producteurs sont bien là. Quelle solution pour relancer la filière en local ? Eh bien, nous avons posé la question à nos invités. Et donc, c'est à voir ce samedi de 19h à 19h30. Et puis, pas d'invités pendant les vacances qui viennent, Enzo, dans l'actu. Et non, elle commence ce vendredi soir, vous le savez. Alors, comme à chaque vacances, nous vous proposons pas un JT en direct, mais un journal tout en images qui sera toujours à 18h30. On joue à présent sur LMTV ? Et oui, pour le spectacle Demented Brothers, ça se passe au cabaret Le Pâtis. Vous allez le voir, c'est de la magie, mais d'une façon un peu barrée, qui mêle notamment l'humour. C'était des anciens participants à La France, un incroyable talent. Pour gagner vos places, eh bien, répondez à la question qu'on vous pose. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour les Demented Brothers, experts en magie incroyablement stupides, le 16 novembre en répondant à la question suivante. Du chapeau du magicien, que sort-il en général ? Faucille et marteau, lapin et colombe ou strass et paillettes ? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et qu'est-ce qu'on regarde à présent, là, maintenant, ce vendredi soir sur LMTV ? Comme tous les vendredis, on regarde les Sartois du web et c'est avec Aurélien Caillos. Quant à nous, eh bien, on se retrouve sur le plateau le lundi 6 novembre, vous avez bien noté. Bonne soirée sur LMTV, bonne soirée Laure. À bientôt. À bientôt.